Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Lando Associés pour VK. On va parler des risques psychosociaux dans quelques secondes, mais tout de suite les brèves de la semaine avec les établissements de santé en fonction publique hospitalière qui n'ont pas, nous dit le juge, l'obligation de mettre en place un forfait de mobilité durable au profit de leurs agents. C'est ce que nous dit en tout cas le TER de Rouen. Et celui de Toulon nous dit qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'annulation du refus de l'administration de suspendre un agent. En matière de responsabilité, le Conseil d'État a rendu une décision extrêmement attendue sur le point de savoir s'il y a ou pas application de la protection fonctionnelle quand on met en œuvre la responsabilité financière des gestionnaires publics devant la Cour des comptes, puis après la Cour d'appel financière. Le rapporteur public Nicolas Agnew avait dit que oui, au nom d'un principe général du droit d'existence d'une protection fonctionnelle, le Conseil d'État a répondu qu'il n'y avait pas un droit à cette protection fonctionnelle, et pour le reste, il a apporté les précisions que je vous laisse apprécier ici à l'écran et qui sont débattues. En matière d'assurance, ce qui est très débattu aussi, c'est les difficultés pour s'assurer des collectivités. Nous avions vu ensemble qu'il y avait eu un certain nombre de propositions, notamment du rapport dit Chrétien. Eh bien, l'autorité de la concurrence vient de formuler un certain nombre de recommandations qui recoupent très largement ces positions de l'AMF et du rapport Chrétien. En matière de contrat, le tribunal administratif de Nice a rendu une décision assez sévère sur les conditions dans lesquelles une œuvre d'art peut être commandée dans le cadre d'un marché public sans mise en œuvre de publicité ni de concurrence. Et la Cour de justice de l'Union européenne a répondu par l'affirmative à une question importante. La précision, par le pouvoir adjudicateur, d'un type de matériau dans le DCE peut-elle porter atteinte au principe d'égalité d'accès à la commande publique? Donc réponse oui, sous certaines conditions. En matière de GEMAPI, responsabilité toujours, est-ce que ne pas curer, en l'occurrence un étang, c'est fauter? La réponse est non en l'état du droit aujourd'hui, Conseil d'État. On peut d'ailleurs prévoir des champs d'expansion des crues, des zones d'expansion des crues. On peut prendre en compte des questions environnementales pour décider de ne pas curer, même s'il en résulte, encore une fois, quelques possibles inondations. En matière d'eau, un décret a été pris, il était très attendu, il est très débattu sur les redevances des agences de l'eau. Et le Conseil d'État, en matière d'urbanisme par ailleurs, a rendu une décision extrêmement importante sur les recours contre les PLU. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous laisse découvrir tout ça. Mais pour l'essentiel, c'est la délibération arrêtant le projet de PLU qui ne peut plus faire l'objet d'un recours en annulation. Et puis les mini-brèves. Que voici. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier. Risques psychosociaux, prévenir, c'est aussi se protéger soi. Bon, les risques psychosociaux sont pris en compte. Il y a eu un accord cadre qui avait été, au sens du dialogue social dans la fonction publique, sur la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique en 2013. Ça se retrouve ensuite dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. On pourrait parler longuement aussi bien des guides qui existent et des aides en la matière que du point de savoir quel est le degré réel d'obligation juridique en ce domaine selon les cas dans le monde public. Et puis surtout, c'est vu avec crainte, puisque souvent on se dit que c'est une sorte de boîte de Pandore que l'on va ouvrir, et avec des risques de déflagration. Mais ne pas aborder du tout le sujet, c'est un risque encore plus grave que des problèmes sans kyste, alors qu'ils auraient peut-être été faciles à dénouer. Et au regard y compris de la responsabilité pénale du gestionnaire public, à l'aune de la loi Fauchon, article 121.3 du Code pénal, il peut y avoir une vraie sanction pénale à craindre pour qui aurait trop joué à l'autruche. Alors, face à tout ça, j'ai voulu me tourner vers des acteurs de terrain pour leur demander ce qu'ils en pensent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, maître. Commençons par vous qui êtes consultant. Prendre à bras-le-corps les risques psychosociaux, les RPS, me semble, à moi, le meilleur moyen de limiter les risques d'une part et de se protéger soi-même en fait d'autre part. Mais vous, quel est votre regard à ce sujet ? Alors, tout à fait. C'est vraiment très important de prendre le problème comme un problème à résoudre.
ne pas s'en occuper va faire que le petit ou le moyen problème devienne encore plus gros. Donc, il vaut mieux s'en occuper. Et l'idée, c'est même de s'en occuper bien avant que les problèmes n'apparaissent. D'abord, c'est une obligation légale d'avoir un plan de prévention des risques psychosociaux qui est actualisé tous les ans. Et puis, c'est une très bonne manière de, de, de voir quels sont d'identifier les problèmes, d'essayer d'identifier des actions à mettre en œuvre de façon à faire en sorte que les problèmes, s'il y en a, parce que on est tous humains et donc la matière humaine fait que il y a forcément des conflits qui peuvent apparaître, mais pas simplement des conflits, aussi des problèmes d'organisation, des problèmes structurels qui font que des problèmes RPS peuvent apparaître et qu'il est urgent de s'en occuper. Et vous, Madame la DRH, quelle est votre expérience en ce domaine? Avec quels apports concrets? Alors, notre collectivité est une collectivité de moins de 150 agents et je voulais témoigner sur le fait que chacun à son échelle, quelle que soit en fait la taille, peut engager une démarche de prévention des risques psychosociaux. Nous travaillons sur la dimension humaine des métiers et, pour se dire que chacun doit se sentir bien dans son poste, à sa place, dans la structure et dans l'organigramme. Pour ce faire, nous travaillons sur plusieurs domaines, 4, qui vont être les compétences, avec une politique de recrutement et un plan de formation. La hiérarchie, là, nous attachons une attention particulière sur l'accompagnement des managers de proximité et des jeunes managers. Les conditions de travail matérielles, un accueil des agents sur leur poste de travail en termes d'ergonomie, des équipements de protection individuelle. Et enfin, la santé au travail, qu'elle soit physique ou mentale, avec des formations de santé et sécurité au travail et une écoute également particulière de nos équipes. Pour ce faire, donc, notre collaboration est très importante avec le service entre le service des ressources humaines et le conseiller en prévention. Ces deux entités ont des compétences complémentaires et indispensables pour travailler l'une avec l'autre. Et avez-vous des conseils à prodiguer à ce propos? Pour notre structure, c'est encore une fois l'écoute et avoir un certain nombre d'outils à mettre à la disposition de nos collaborateurs et des agents. Aujourd'hui, comment nous travaillons? Nous travaillons avec toute la chaîne, bien sûr, la chaîne hiérarchique, mais également avec les représentants du personnel, la médecine préventive et notre assureur, qui donne effectivement des outils et des conseils en termes de maladies et de santé mentale au travail. L'importance également en ce qui, sur cette problématique des RPS, c'est de ne pas être fermé. Nous sommes toujours en termes d'innovation, d'expérimentation. On va regarder ce qui se pratique dans d'autres structures, qu'elles soient privées ou publiques, et on l'expérimente dans notre structure. On a expérimenté le télétravail. Donc là, effectivement, on est un petit peu obligé par rapport à la crise sanitaire, mais nous avons aussi expérimenté des actions de bien-être et de cohésion comme un forum de la QVT. Nous avons expérimenté également l'ostéopathie, la sophrologie au travail, le yoga au travail. Nous attachons encore une fois une attention particulière aux managers qui sont une ligne hiérarchique extrêmement fragilisée. En tous les cas, c'est ce que nous pensons. Nous allons donner tous les outils nécessaires aux managers afin qu'ils puissent accompagner en fait leurs agents dans le risque des risques psychosociaux de leurs équipes. Être à l'écoute, ça c'est primordial. Être formé aussi. Je tiens à dire aussi que c'est très important que les personnes qui soient en contact
de leurs collègues ou bien au service RH ou au service de prévention de la collectivité puissent être formés aux risques psychosociaux, puisque les personnes qui viennent nous voir et qui ont besoin d'aide doivent être écoutées, et les termes que l'on utilise doivent être extrêmement précis, et ne pas faire basculer en fait la personne qui est en face de nous dans l'excès. Ça va être suicide, dépression, etc. Donc nous ne sommes pas en tous les cas, moi je ne suis pas une professionnelle de santé mentale, mais en revanche je m'appuie sur des experts qui vont être la médecine du travail, la médecine qui va être en lien en fait avec encore une fois notre assureur, des professionnels de santé mentale, des psychologues, le centre de gestion aussi qui joue un rôle important pour nous appuyer. Et en fait, l'importance, c'est d'avoir encore une fois toute cette batterie d'outils, et dans ces crises, de pouvoir orienter là où les personnes vers des professionnels de santé, en fait, de santé mentale. Et quels sont les modes d'intervention en pareil domaine ? Alors, les trois occasions où on intervient, c'est déjà le premier, c'est au moment de diagnostic organisationnel, et donc ou des réorganisations, où on nous demande de travailler sur le dimensionnement d'un département ou de retravailler sur l'organigramme. Eh bien, dans ces cas-là, travailler sur l'organigramme, moi je dis souvent, c'est un peu comme travailler sur le squelette, mais derrière, c'est comment il est incarné. Et souvent de faire apparaître les dysfonctionnements d'une organisation, fait apparaître les problèmes humains. Voilà. Donc, du coup, c'est à ce moment des diagnostics organisationnels ou structurels qu'on intervient pour creuser de plus en plus sur les 6 facteurs d'exposition aux risques psychosociaux et la façon de réduire ces 6 facteurs. Voilà. Donc puis on intervient ensuite lorsqu'il y a des conflits à l'intérieur d'une équipe ou d'un département. Et là, on intervient en médiation, on intervient pour faire en coaching d'équipe ou coaching individuel, de façon à faire comprendre où sont les zones de conflit. Alors, voilà, sachant que très souvent, les feux de broussailles indiquent un feu plus important, et que quand il y a beaucoup d'incendies, on va dire, dans une organisation, ça cache un problème plus structurel. Voilà. Et la troisième occasion dans laquelle on intervient, c'est lorsqu'on accompagne des changements. Les changements sont facteurs de risques psychosociaux, d'anxiété, et donc du coup ça augmente les risques psychosociaux, et donc il est nécessaire d'anticiper, de faire en sorte d'avoir des actions de communication qui permettent de diminuer les peurs, mais aussi des actions qui permettent de travailler en anticipation sur les changements à mettre, et puis à équiper les équipes et les managers, la ligne managériale, pour accompagner les changements. Et quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre à ce stade ? Alors, les risques ou les difficultés qu'il peut y avoir, parler des RPS est créateur de RPS, d'une façon. Donc, il faut arriver déjà à trouver, à parler des RPS sans forcément dire le gros mot, mais en tout cas sans avoir peur d'aller sur le sujet. Donc ça, c'est une première difficulté. On va parler de qualité de vie au travail au lieu de RPS. On va parler d'amélioration des conditions de travail. Voilà. Donc il va y avoir une communication qui va être très importante à trouver. Voilà. Quels sont les autres? Il y a les risques de mal comprendre une situation. Donc c'est important d'y aller de façon prudente, humble dans ces thématiques, de façon à faire le mal au moins de personnes possible. Et le troisième point que je vois, la troisième difficulté, c'est essayer de trouver des outils. Alors il y a déjà des choses qui existent dans beaucoup d'organismes, donc on conseille, il ne faut pas réinventer la roue.
Mais c'est très important de concevoir des actions concrètes et des outils concrets de déploiement, en particulier pour les managers qui sont très souvent démunis face à cette thématique et qu'il faut pouvoir outiller. Allez, pour finir, un ou deux exemples concrets à nous donner? Oui, je vais vous donner un exemple. Donc, on avait été, par exemple, sollicité parce que une direction des ressources humaines de très grosses collectivités locales s'était senti démuni lorsqu'un des agents avait fait une menace de suicide et un week-end évidemment voilà. Donc personne ne savait comment agir dans ce type de situation. Et ça avait été la panique. Qu'est-ce qu'il fallait faire, avec qui il fallait prévenir. Enfin voilà, toute la direction des ressources humaines était vraiment en panique, ne savait pas comment agir. Et donc, ça a été ensuite un retour d'expérience qui a été assez instructif parce que derrière, c'est comment on met une procédure en place, quels sont les outils, comment on prévient les managers, comment on prévient les collègues, voilà, et comment on agit dans ce type de situation, quelle procédure on met en place. Et derrière, ensuite, c'est tout un kit qui a été mis en place parce qu'on a essayé d'identifier quelles étaient les situations compliquées sur lesquelles d'une part, la DRH n'était pas équipée pour intervenir, et puis d'autre part, comment les managers étaient outillés pour répondre face à des thématiques, par exemple, l'alcoolisme, par exemple, comment j'ai un entretien de sensibilisation avec un agent qui était ivre au moment du service, par exemple, ou qui s'entend pas bien avec ses collègues. Donc comment équiper à la fois la ligne managériale et la DRH pour intervenir dans ce type de situation. Voilà, ça c'est un exemple. Là, j'interviens encore pour une autre organisation où c'est à la fois un problème de sous-effectif avec des problèmes de charge pour le service, et puis en même temps des conflits de personnes très très importants. Et donc mes interventions consistent à réapprendre à travailler ensemble avec l'équipe. Donc, et tout en essayant d'identifier, de serrer le problème de sous-effectif, de résoudre les deux problèmes, comment on travaille ensemble et comment quel est le dimensionnement, le bon dimensionnement et les bonnes procédures pour travailler avec un effectif qui est objectivement réduit par rapport à la charge de travail. Voilà. Donc beaucoup d'ateliers, des ateliers des entretiens de médiation entre les agents et entre le responsable du service, et des ateliers qui sont à la fois sur le dimensionnement, sur les procédures, sur le fonctionnement du service, et puis en même temps qui montrent comment on travaille ensemble et qui réapprend à travailler ensemble avec des ateliers de participation, de co-construction, etc. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt. Merci maître. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.